Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'histoire vraie de ce grand-père: mon fils m'a mis à la porte, mais je cachais 2 millions de dollars. James Walker était un homme discret, un de ces piliers silencieux des petites villes américaines, dont la présence se ressent sans jamais faire de bruit. À 78 ans, il vivait seul dans une petite maison modeste, un bungalow en bois peint en blanc, situé dans un quartier tranquille de Springfield, Illinois. La façade était simple, presque modeste, mais chaque détail respirait la simplicité et la dignité. La balançoire en bois sur le porche, les plantes soigneusement entretenues, et la vieille clôture blanche qui entourait le jardin. James avait passé la majeure partie de sa vie à travailler dur. Dans sa jeunesse, il avait été ouvrier dans une usine automobile locale, où il avait appris la valeur de la rigueur et de la discipline. Ces années dans les ateliers, où les machines vrombissaient sans relâche, avaient forgé son caractère, un homme patient, fidèle et tenace. Mais lorsque l'usine avait fermé ses portes, James n'avait pas baissé les bras. Il avait alors changé de métier, se lançant dans le jardinage paysager. C'était un travail qu'il aimait sincèrement, un métier manuel qui le rapprochait de la nature. Il passait des heures à planter, tailler, soigner chaque parcelle de terrain, quelles que soient les saisons, les pluies ou les froids mordants de l'hiver. Dans son petit jardin, on sentait tout le soin et l'attention qu'il y mettait. C'était un lieu de paix pour lui, un refuge loin des tracas du monde. Pourtant, malgré sa modestie, cette maison était pour lui un temple où il avait élevé son fils unique, Michael. James avait été un père à l'ancienne, guidé par des principes clairs, discipline, honnêteté, travail acharné. Il avait veillé à inculquer à Michael ses valeurs fondamentales, tout en le couvrant d'un amour protecteur, bien que souvent exprimé sans grande démonstration affective. Pour James, montrer l'exemple comptait plus que les mots. Michael avait grandi dans ce foyer simple, entouré d'efforts quotidiens. Il se souvenait des matins où il fallait se lever tôt pour aller à l'école, des soirées passées à faire ses devoirs sous la lumière d'une vieille lampe, tandis que son père préparait le dîner ou réparait une clôture branlante. Ses souvenirs étaient teintés d'une douce rudesse, d'une vie modeste où chaque petite victoire était chèrement gagnée. Pourtant, avec le temps, le lien entre James et Michael s'était lentement distendu. Michael avait pris une autre voie, celle des affaires modernes, des réseaux sociaux, et d'un style de vie beaucoup plus superficiel et matérialiste. Il s'était installé à Chicago, dans un appartement chic, où il gérait une start-up dans la technologie. Les valeurs de son père, bien qu'inspirantes dans son enfance, semblaient s'effacer devant les exigences d'un monde rapide, digitalisé, où l'apparence et la réussite semblaient primer sur la patience et le travail de longue haleine. Leur relation était devenue tendue, marquée par des silences de plus en plus fréquents et des disputes sur des sujets toujours plus sensibles. Le fossé générationnel s'était transformé en un gouffre presque infranchissable. Le point de rupture fut les différends financiers. Michael reprochait à son père de ne pas lui avoir laissé un héritage digne de ce nom, d'avoir vécu dans la simplicité alors qu'il aurait pu amasser plus. Il rêvait d'une vie confortable, d'une maison de luxe dans les beaux quartiers de la ville, d'une voiture sportive et d'un train de vie flamboyant. Des choses que James, malgré sa sagesse et son travail, n'avait jamais pu lui offrir. Un soir d'automne, alors que les feuilles rouges et dorées jonchaient le trottoir et que l'air portait une fraîcheur mordante, une nouvelle dispute éclata entre Michael et son père. Le ton monta rapidement. C'était toujours la même rengaine: argent, héritage, avenir. Michael ne cherchait plus à comprendre son père, il le jugeait, froidement, comme un vieil homme dépassé, un vestige d'un autre temps. Tu ne comprends rien à la vie moderne, papa. Tu vis comme un ermite, tu n'as rien construit de sérieux. Et maintenant, tu veux que je m'occupe de toi? James, calme, lui répondit avec un soupir. J'ai peut-être pas construit un empire, fiston, mais j'ai bâti une vie honnête. Je t'ai élevé du mieux que j'ai pu. Mais Michael, les traits tendus par la frustration, ne voulait rien entendre. Tu n'as rien pour moi, papy, alors barre-toi. Je ne veux plus de toi ici. Les mots tombèrent comme un coup près. James resta figé quelques secondes, comme si le temps s'était arrêté. Son cœur se serra, non pas de colère, mais de douleur, une douleur silencieuse, celle que l'on ressent lorsque la personne que l'on aime le plus nous rejette.
Il ne répondit pas. Il savait qu'aucun mot ne pourrait combler l'abîme qui s'était creusé entre eux. Il monta lentement dans la chambre d'Amy, prit un sac de voyage usé, y glissa quelques vêtements, un manteau chaud, ses médicaments, et une photo encadrée de lui et Michael, prise lors du 12e anniversaire du garçon. Sur l'image, il souriait, insouciant, devant une vieille voiture que James venait de réparer pour offrir à son fils. Il descendit les escaliers, jeta un dernier regard à la maison, celle où il avait vu son fils faire ses premiers pas, celle qu'il avait réparée 100 fois de ses mains calleuses, puis il ouvrit la porte, et s'en alla sans un mot. Le soir tombait. James marcha lentement dans les rues calmes de Springfield, sa silhouette courbée par l'âge mais droite dans la dignité. Il se rendit chez un vieil ami, Harold Johnson, un ancien professeur d'histoire à la retraite. Harold ouvrit la porte, surpris mais sans poser de questions. Il lui tendit une couverture et l'invita à rester quelques jours. « Tu es toujours chez toi ici, James ?» dit-il simplement. James ne dormit presque pas cette nuit-là. Il repassait les paroles de son fils dans sa tête, encore et encore. Mais au fond de lui, il savait une chose que Michael ignorait complètement, il n'était pas un vieil homme pauvre et dépassé, il était un homme patient, méthodique, et secret. Durant toute sa vie, James avait économisé dans l'ombre, loin des regards. Chaque dollar gagné grâce à son travail d'usine ou de jardinier n'avait pas été gaspillé. Il vivait simplement, presque frugalement, mais derrière cette apparente modestie, il avait construit une véritable sécurité financière. Plutôt que de placer son argent dans de grandes banques ou des projets visibles, il avait investi discrètement dans des obligations municipales, des actions stables, quelques biens immobiliers dans des quartiers en développement, et même dans une petite entreprise locale de matériaux de construction, qui avait prospéré. Chaque centime avait été compté, chaque placement réfléchi. Mais le plus étonnant, c'était le coffre-fort. Caché derrière une bibliothèque lourde dans le bureau de la maison familiale, derrière une fausse cloison, se trouvait un coffre discret que personne ne soupçonnait. À l'intérieur, soigneusement rangés, des liasses de billets, des certificats de placement, et quelques pièces d'or héritées de son propre père. La somme totale dépassait les 2 millions de dollars. James n'avait jamais parlé de cet argent. Pas par méfiance, mais par prudence. Il savait que l'argent changeait les gens, surtout ceux qui n'avaient pas connu le dur labeur qu'il avait enduré. Il avait prévu d'en faire don à des œuvres, de léguer une partie à Michael plus tard, lorsque son fils serait prêt à comprendre la valeur de ce qu'il avait entre les mains, pas seulement l'argent, mais l'effort qu'il représentait. Ironie du sort, au moment où Michael l'avait jeté dehors comme un vieil homme inutile, ce dernier était en réalité plus riche que beaucoup dans le quartier. Mais James ne se sentait pas triomphant. Ce secret ne lui servait pas à nourrir l'orgueil. Il avait toujours su que la vraie richesse ne se portait pas au poignet, mais dans les valeurs transmises. Allongé sur le canapé de son ami, il regardait le plafond, pensif. Peut-être que le temps lui apprendra, murmura-t-il pour lui-même. Peut-être que parfois, il faut tout perdre pour ouvrir les yeux. Et il ferma les siens, sans rancune, mais avec la certitude que les jours à venir changeraient bien plus qu'un destin. Un soir froid de novembre, alors que la pluie tambourinait doucement contre les vitres embuées de la petite maison de Harold, les deux hommes étaient assis dans le salon, un vieux jazz en fond sonore. James, mitouflé dans une couverture, regardait pensivement les flammes danser dans la cheminée. Harold, toujours curieux derrière ses lunettes à monture fine, brisa le silence. « Tu es sûr que tu n'as pas de famille à qui demander de l'aide ? Quelqu'un, un neveu, une cousine, peut-être ton fils ?» James baissa les yeux, ses mains ridées serrant la tasse de thé qu'il tenait. Il mit quelques secondes à répondre, comme si chaque mot coûtait une douleur ancienne. « J'ai un fils, Harold. Michael. Mais il m'a rejeté. Il ne me voit plus que comme un poids. Un obstacle à son succès. » Harold hocha la tête sans juger. Certains enfants veulent grimper si haut qu'ils oublient sur quelles épaules ils se tiennent. James esquissa un sourire triste, mais ne répondit pas. Ce soir-là, il dormit plus difficilement que d'habitude. Quelques jours plus tard, des voisins du quartier de Springfield commencèrent à se poser des questions. Madame Dorsey, la vieille couturière d'en face, avait remarqué que la boîte aux lettres de James débordait, que le jardin, d'ordinaire si bien entretenu, semblait abandonné. Un autre voisin, inquiet,
téléphona à la police pour demander une vérification de bien-être. Les policiers se rendirent à la maison. En inspectant les lieux, ils découvrirent une habitation propre, mais visiblement inhabitée depuis plusieurs jours. Aucun signe de lutte ou de départ précipité. Par mesure de précaution, ils inspectèrent les pièces une à une. C'est dans le bureau, en tentant de déplacer une imposante bibliothèque pour accéder à une prise électrique, que l'un des agents remarqua une plaque murale légèrement désaxée. Derrière celle-ci, un coffre encastré dans le mur. Ce qu'ils y trouvèrent dépassa de loin leurs attentes, des liasses de billets soigneusement emballés, des certificats de placement, des titres de propriété, et plusieurs pièces d'or anciennes. Après un inventaire initial, la somme fut estimée à plus de 2 millions de dollars. L'affaire remonta rapidement dans les services administratifs de la ville. Comment un vieil homme, propriétaire d'une maison modeste dans un quartier paisible, pouvait-il posséder une telle fortune, tout en dormant sur un canapé chez un ami? Les services sociaux furent alertés, et très vite, le nom de Michael Walker apparut comme unique héritier potentiel. Michael fut convoqué au poste de police pour répondre à quelques questions. Il arriva dans un costume élégant, sûr de lui, mais fut rapidement désarçonné par les interrogations des agents. « Monsieur Walker, saviez-vous que votre père vivait hors de chez lui depuis plusieurs jours ? » Non. Il est parti, c'est tout. On s'est disputé, je pensais qu'il était chez un ami. Pourtant, il est âgé, et vous êtes son seul fils. Vous n'avez jamais cherché à savoir s'il allait bien ? Michael, pris au dépourvu, sentit son assurance s'effriter. Je ne savais pas qu'il avait tout ça. Cette somme, ce coffre. Il ne m'a jamais parlé d'argent. Il sortit du commissariat abasourdi, le visage tendu. Ce père qu'il avait rejeté, accusé d'être pauvre, sans ambition, avait en réalité mis des années à bâtir une sécurité discrète non pas pour lui-même, mais pour protéger son fils. C'était un choc brutal. Michael se sentit minuscule, rongé par la honte. Sous les conseils d'un avocat, il entreprit des démarches pour retrouver James. Pas pour l'argent, mais pour comprendre. Pour réparer. Pour redevenir un fils. Pendant ce temps, James, mis au courant de la découverte du coffre par Harold qui avait lu l'article dans un petit journal local, ne fit aucun commentaire. Il ne voulut ni confrontation, ni revanche. Il décida d'utiliser une partie de cet argent pour s'offrir une place dans une maison de retraite confortable en périphérie de la ville. Pas un palace, mais un endroit chaleureux, avec des jardins fleuris et des après-midi musicaux. Il fit aussi des dons discrets à plusieurs associations locales, une qui offrait des repas aux personnes âgées isolées, une autre qui aidait les jeunes en réinsertion, et une bibliothèque communautaire en manque de fonds. Quand Michael parvint enfin à retrouver son père, ce fut dans la salle commune de cette résidence. James, assis près d'un large hublot, lisait un recueil de poèmes d'un auteur qu'il aimait dans sa jeunesse. Michael resta d'abord figé sur le pas de la porte, incapable de parler. Ce fut James qui rompit le silence. « Tu es venu pour l'argent ?» Michael secoua la tête. Des larmes montèrent à ses yeux. « Non. Je suis venu pour m'excuser. Je suis venu, pour te comprendre, si tu me laisses une chance. » Il s'assit en face de son père. Ce jour-là, il ne fut plus un homme d'affaires. Il fut un fils qui avait tout à réapprendre. Au fil des semaines, ils se revirent. Par petites touches. Un café partagé, une promenade dans les jardins, une visite à la bibliothèque que James avait contribué à sauver. Lentement, mais sûrement, un pont se reconstruisit entre eux. Michael abandonna certaines ambitions vaines. Il investit dans des projets à impact social. Il offrit des bourses d'études au nom de son père. Il changea non pas pour paraître meilleur, mais pour devenir digne de cet homme qu'il avait méjugé. Aujourd'hui, James et Michael ne vivent pas sous le même toit, mais ils partagent un lien renouvelé, plus fort que les dollars ou les disputes. Une complicité née de la reconnaissance tardive, mais sincère. Leur histoire est désormais connue dans tout Springfield, non comme un simple fait divers, mais comme un rappel précieux que la richesse la plus profonde est celle du cœur, de la loyauté et du pardon.